de l'Afrique centrale. Prenez place où vous vous sentez le mieux, juste à côté de moi. Ça me fait plaisir. Alors, nous poursuivons avec un autre panéliste. Il est docteur enseignant-chercheur en sciences du langage à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a été secrétaire général d'Alpha Blondy Production, assistant général à la coordination des 8e Jeux de la francophonie et représentant du ministre de la Culture et de la francophonie au comité de lutte contre la contrefaçon, le CNLN, gérant de VAO Consulting Group. Il est le président fondateur du festival de Tahabo de l'ONG Côte d'Ivoire Éducation. Est-ce qu'il peut me rejoindre sur ce podium? Sous vos ovations, merci. Monsieur Kole Dodo qui nous rejoint sous vos ovations, s'il vous plaît. On va l'applaudir très fort. Vous allez comprendre pourquoi on se lève pour le saluer. C'est un sachant et il va partager bien sûr ses connaissances avec nous dans quelques instants. Un autre panéliste avec nous dans cette salle, M. Bini Ouattara Daouda, chevalier de l'ordre du mérite de Côte d'Ivoire. Il est une figure très bien connue du monde du tourisme, fervent défenseur de la cause sociale, culturelle et de la paix. M. Bini est très engagé dans les initiatives visant à allier à promouvoir la diversité culturelle et l'inclusion touristique. Il est le commissaire général de l'Adaye Kessié Festival qui se tient depuis 8 ans à Tabagne, ville princière du royaume Bouron. Merci à M. Bini de nous retrouver ici. Et j'ai appris tout à l'heure dans un échange avec un chef de ce royaume qu'un chef marche lentement, avec délicatesse, avec sérénité. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il va s'installer et partager ce panel avec nous. Merci infiniment. Voici donc présenté notre panel. Nous avions une éminente personnalité qui devait venir du Bénin, mais qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ici. Il s'agit de M. Ali Ouassi. Bienvenue encore une fois à vous. J'espère que nous avons un deuxième micro qui pourra circuler. Et je voudrais rappeler, vous venez déposer, il y a un là, on peut avoir un deuxième ici, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais donc rappeler que le thème de ce panel inaugural, c'est les festivals des arts vivants en Afrique, impact et perspective. Dans mes recherches, j'ai pu rencontrer M. Traman, qui est le président de la Fédération des festivals, des organisateurs de festivals de Côte d'Ivoire, et il a recensé plus de 500 festivals, dont une centaine font partie de cette association. 500 festivals, c'est tellement que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui motive la création ou l'organisation d'un festival. Tous les panélistes ici présents en sont soit président, organisateur principal ou commissaire. Et je voulais bien commencer avec le doyen, Dodo. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied le festival dont vous êtes le président ou commissaire général, qui s'appelle le Djigui Festival? Et bonjour, salut la salle. En fait, qu'est-ce qui m'a motivé? En fait, j'organise des festivals. Et là, il n'y a pas que le Guénéno, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Festival d'Abidjan, l'ambassade que j'organise au Mali, que j'organise au Burkina. En fait, c'est la passion. Et le festival, vous dites qu'il y a 500 festivals en Côte d'Ivoire. Je veux bien. Disons qu'il y en a peut-être 50. Les autres, on mérite à certains festivals. Bien, c'est la cour de récréation. C'est pas un peu trop dur, ça. C'est pas un peu trop dur.
peut pas tout ça festival, mais c'est vrai, c'est bien. C'est la culture, on montre, parce que tout est culturel. On montre qu'on cultive, on récolte la banane, comment on la mange, on danse, c'est mélodique, etc. C'est une bonne chose. Ça prouve l'évanescence, n'est-ce pas, de la culture en Côte d'Ivoire. Et nous devons encourager ceux qui organisent des festivals ou produisent des activités comme le jeune frère Kadim qui est assez passionné. Ça fait longtemps qu'il organise des choses qui se passent dans les coulisses, etc. etc. Donc c'est très bien. C'est pas... La Côte d'Ivoire, c'est un territoire culturel important. Il y a autant de festivals ici dans les pays voisins. Hein. En France, il y en a que 2000. Donc je dis que le festival, déjà, c'est une manière de proposer, d'exposer, n'est-ce pas, la musique ou les arts plastiques ou la photo, etc. etc. C'est un support important. Donc, important aussi que nous les encourager. Parlez-nous spécifiquement du Djegele Festival. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce festival? C'est M. Maurice Panama, ministre de la Culture, qui m'a demandé de le faire. Vous savez que le Balafon Djegele a été inscrit sur la liste de tentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2012. Et l'UNESCO a demandé, c'est 3 pays qui ont soumissionné ensemble, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. L'UNESCO donc a accordé, n'est-ce pas, a inscrit sur la liste du patrimoine immatériel. Le Balafon Djegele, il est au sud du Mali, au sud du Burkina, au nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est la frontière qui divisait les différents pays. Sinon, il y a les Solofos au sud du Mali, les Solofos au sud du Burkina. Donc, tous ces peuples ont un partage de Balafon Djegele. Donc, il nous appartenait, n'est-ce pas, à la demande de Bandama, de faire en sorte que la chose se développe. Il y a des masterclass, il y a pas mal de choses. Les balafonistes viennent du Burkina, du Mali. Vous savez déjà on débat sur l'eau. Mais il tourne dans le monde entier. Il est ambassadeur de l'ONU. Il y a nos jeunes de l'UNICEF. Chaque année, il y a des femmes qui jouent sur la messe que nous invitons au Djegele. Et notre festival, quand les vont, ils viennent chaque année parce qu'ils sont surpris. C'est des scènes aussi importantes que le massage, sont les plus importantes. On ne danse pas le balafon dans la poussière. On montre que le balafon peut aller très loin. Et le balafon que nous proposons, que nous présentons, est destiné à voyager dans le monde entier. Certains déjà, comme Abdoulaye Diabaté, voyagent dans le monde entier. Et les artistes modernes, nous les encourageons à utiliser le balafon. Ceux qui utilisent le balafon, nous les invitons. On fait du balafon. Si Kadim commence à jouer du balafon dans son reggae, je vais l'inviter. C'est-à-dire qu'on fait la promotion du balafon. Donc, il est important que les uns et les autres s'intéressent à cela. Et le Djegele, il y a l'élection du Djegele. Il y a pendant une semaine 50 000 personnes qui viennent voir le balafon Djegele. Venez l'année prochaine. Vous allez voir que c'est un festival l'un des plus importants de Côte d'Ivoire. Et on n'a pas réussi à faire ce qu'on a fait à Bassam, 150 000 personnes. Mais ça vient. Il y a 50 000 personnes qui viennent déjà sur la semaine. C'est déjà pas mal. Merci. Merci beaucoup. Et c'était là la présentation donc, du Djegele Festival. On va passer à ma gauche, aller dans une autre sphère, un autre endroit de l'Afrique, en Afrique centrale. Alors vous, pourquoi avoir ici un festival au Congo? Bien, merci madame. Et avant le propos, permettez-moi de bousculer votre protocole pour féliciter les organisateurs de cette manifestation qui ont bien voulu associer ma modeste personne à l'échange. Il est important de le dire et de le souligner que c'est une initiative jeune, portée par les jeunes et qui mérite l'encouragement de tous, des acteurs et également des pouvoirs publics. Parce que nous sommes convoqués ici pour réfléchir sur l'art de scène, une grande entreprise et qui contribue au développement de nos pays désormais. Et la question que vous me posez qui consiste à dire comment on est arrivé à la création des festivals, je crois que c'est comme tout projet, n'est-ce pas? Il naît du constat, dans l'absence de quelque chose.
et qui vient combler un vide. Et au-delà de la passion, ça nécessite quand même des études sur l'implémentation d'une telle institution. Et en ce qui me concerne, je suis commissaire général du Festival panafricain de musique, qui n'est pas ma création, qui est une création de l'Union africaine, à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine, qui à cette époque avait pensé qu'au-delà de l'intégration économique, il faut aller vers l'intégration africaine par le brassage des peuples et des cultures, et qu'après avoir expérimenté le Festival panafricain d'Alger, le Festival mondial des arts nègres et bien d'autres, il aurait fallu que l'on se lance dans les festivals thématiques. Et donc le Festival panafricain de musique a été donc installé au Congo en 1996 et a la mission de promouvoir la musique africaine sur toutes ses formes et celle de la diaspora. Et ces missions sont connues, et à la fois les missions politiques, parce que c'est une institution politique avant tout, qui doit accompagner l'Union africaine dans la structuration du secteur musical en lui-même, la formulation des politiques, et puis c'est les grandes thématiques qui sont liées au droit d'auteur et même à la piraterie. Mais il y a aussi des missions culturelles, notamment artistiques et scientifiques, et même patrimoniales, parce que au-delà des expressions artistiques, il y a aussi la création du musée panafricain de la musique, et qui a aujourd'hui un fonds de près de 500 instruments, et notamment tout ce que l'Afrique a apporté en termes matériels et immatériels dans le domaine de la musique. Il y a une dimension aussi très importante, c'est la dimension marché, l'expression de l'offre et de la demande musicale, et qui réunit à chaque édition les acteurs de la chaîne de valeur musicale à Brazzaville. Il y a une dimension très très importante, c'est la recherche. Et c'est l'appui à la recherche, notamment à travers des grands colloques, mais aussi l'accompagnement des doctorants dans le domaine de l'ethnomusicologie et l'organologie, etc., etc. Voilà un peu planter le décor. C'est vrai que j'aurais dû m'étendre là-dessus, parce que bon, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais je préfère m'arrêter là pour aller dans le vif du sujet, qui est l'impact réel, n'est-ce pas, d'un festival dans un environnement quelconque. Avant d'arriver à l'impact, je me pose la question, ici je suis sûr que tout le monde se pose cette même question, est-il encore besoin de faire la promotion de la musique congolaise? On ne la connaît pas assez? Question. Bon. Et de quelle musique il s'agit? C'est vrai que j'étais convoqué ici en tant que commissaire général et qui s'occupe de toutes les musiques, les musiques d'Afrique. Et vous me ramenez dans mon environnement national, mais je crois que la musique congolaise, s'il faut le dire, n'est plus à présenter. À travers la rumba, qui est son expression primordiale, a été inscrite tout récemment sur la liste indicative du patrimoine culturel immatériel. Et au-delà des frontières, je crois que la Côte d'Ivoire, c'est une telle expression, la rumba congolaise, n'est-ce pas, dans sa fusion avec tout ce que le coupé décalé, ainsi de suite, donc une ouverture sur le monde. Est-ce que la rumba congolaise mérite d'être promue? Oui, nous sommes là pour le faire. Et je crois qu'elle devient patrimoine de l'humanité, et donc tous les peuples doivent s'en approprier. Et je crois qu'elle mérite également d'être inscrite à travers cette reconnaissance mondiale, inscrite dans les curricula, il faut le dire. On en fait déjà. Voilà, donc je crois que c'est ce qu'on peut dire sur la rumba. Merci infiniment pour vos ovations. Je vais retourner à présent vers une autre contrée de la Côte d'Ivoire, aller vers Bondoukou, c'est ça, avec l'Adaye Kessié Festival. Enfin, je me pose la question, quel est l'impact de ces festivals sur la communauté? Alors, d'abord, il faut connaître que l'Adaye Kessié d'abord. Population. Il faut reconnaître que c'est un peu d'où je viens des Bronx. Nous n'avons que deux fêtes. Une fête annuelle
qui est considérée comme une fête désignable. Et deuxièmement, nous avons des cérémonies quand il y a des décès. Alors, donc, nous ne sommes pas des peuples qui aiment trop fêter, nous sommes plus des guerriers. Et à un moment donné, nous avons réfléchi que ce rituel qui était caché au public, puisque nous nous retrouvons seulement une seule fois dans l'année, et il faut reconnaître que partout où le bon est, c'était une obligation pour lui de venir à cette fête. Donc c'était comme une consommation régionale. Alors aujourd'hui, nous ouvrons ce festival, nous avons demandé l'autorisation d'avoir des parents qui nous ont accordé la bénédiction pour que déjà nous puissions faire de cela un festival. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de découvrir qu'il y a ce que nous sommes en train de vivre ici aujourd'hui, parce qu'on y trouve tout ce qui est art vivant dans ce festival. Parce que d'abord, nous avons la musique, qui sont d'abord des tambours. En plus de cela, nous avons le cirque, parce que déjà nos parents ils ont ce prestige de pouvoir, sur des palanquins, porter nos chefs glorieusement. Et en plus de cela, tout ce qui était caché, nous sommes en train de montrer ça. Comme quoi? Qu'est-ce qui est caché et qu'on montre à la Gaillée Festival, il y avait seulement que des broncs qui se retrouvaient chaque année en famille. Et aujourd'hui, le monde découvre cette parade des chefs traditionnels et que nous ne montrons pas au public avant. Par exemple, quand il y a les rituels du roi qui partaient dans une rivière sacrée, suivi de la population, ou les populations lui faisant allégeance, alors ça restait vraiment entre nous. Mais aujourd'hui, je peux inviter tout le monde à aller assister à cette cérémonie. Cette cérémonie passe aujourd'hui à la télé. Donc aujourd'hui, en créant un festival autour, c'est comme nous sommes en train de présenter au monde entier ce que nous n'avons pas pu faire depuis des années. Voilà. Alors, l'impact sur la communauté, c'est quoi exactement? Alors, pas la communauté locale. Est-ce qu'elle gagne? Oui, puisque déjà la communauté locale à l'époque ne savait pas, ne connaissait pas le tourisme. Mais aujourd'hui, il y a un boom. Pourquoi je dis il y a un boom culturel? Alors, ces populations-là aujourd'hui, en 5 ou 6 ans, ont commencé à comprendre l'importance du tourisme. Parce qu'en invitant les autres communautés à venir découvrir ce festival, nous avons commencé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en nous invitant ici, nous sommes très heureux parce qu'il faut vraiment former la population. Et nous avons demandé à la fac qui nous a invités. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est du nouveau. Avant, quand tu arrives chez nous, je le prends, quelle que soit l'heure où vous arrivez, on peut même réveiller une vieille femme à minuit pour pouvoir faire à manger à une étranger sans rien prendre. Mais aujourd'hui, nous avons pu, avec les différentes éditions, créer le vide chez l'habitant, par exemple. Vide chez l'habitant, tout le monde aujourd'hui, à chaque fois qu'il a gagné sa poche, prépare sa maison, organise bien pour attendre les étrangers qui arrivent de partout, moyennement quelque chose. Les commerçants aussi commencent déjà à nos mains surtout. Nous sommes en train de développer nos mains et présenter nos mains et faire en sorte que les touristes... On est ici entre nous, mais c'est quoi? Alors, la nourriture, par exemple, par exemple, je vous disais, par exemple, nous avons des mains de chez nous qui sont cachées, où il y a des antibiotiques, par exemple, quand une femme accouchait chez nous. Alors, cette femme, par exemple, nous, on était surpris parce que tout jeune, tout petit, je voyais que c'était spécialement, on faisait ça à des femmes. Je dis, mais pourquoi? Mais de nos jours, on a compris que c'est des antibiotiques. Donc, on n'attend pas seulement qu'une femme puisse accoucher.
Pour lui, avant de consommer. C'est quel mets? Oui, vous venez à la délicatie, vous allez découvrir. Vous invitez à venir, oui. En venant, voilà, quand vous serez à la délicatie, tout ça, vous allez découvrir. Donc, il y a des mets spécifiques. Voilà, c'est spécifique. Le tabac. Pas de antibiotiques. Ouais, disons des antibiotiques. D'accord. Voilà. Avant de poursuivre, situez-nous un peu tabac. Alors, tabac d'abord, c'est une ville princière. Merci. Parce que d'abord, nous, les bons sont organisés en 5 provinces. Alors dans ces 5 provinces, c'est un royaume qui s'étend de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Il faut reconnaître que les tiers des bons sont ici en Côte d'Ivoire et les 3 autres tiers sont au Ghana. Mais le roi règne de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Donc il n'y a pas, bien que nous respectons les frontières entre la Côte d'Ivoire stratégique, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais la culture, au-delà de cette culture, nous allons au-delà de ces frontières. Parce que moi qui vous parle, je suis un prince, je peux être appelé à régner un jour au Ghana. Donc j'ai un pied entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, je ne vous le cache pas. Bon, lorsque les femmes vont pas organiser peut-être un autre panel sur la politique, peut-être on reviendra à ça. Donc Tabac est une localité, une ville, une sous-préfecture de Bondoukou, à quelques kilomètres de la frontière de... Non, 45 km de Bondoukou. Voilà. La ville princière du royaume. Donc c'est cette ville qui est autorisée, c'est comme Monaco en France. Donc déjà Merci pour la précision. Je voudrais vous intéresser beaucoup au tourisme, c'est tant mieux. On va aller à présent vers une autre contrée, Tabo, avec M. Marcel Vaou. Chez vous, le festival, c'est quoi exactement? Il parle de quoi? Et quel est son impact sur la communauté, les communautés locales? Merci beaucoup. Avant tout propos, vous voudrez bien me permettre de faire 2 adresses. Je voudrais d'abord dire merci à Kaji et Jaboy qui ont eu l'initiative de créer ce forum et même les AFAC dont je suis membre. Et je voudrais avec beaucoup d'émotion aussi saluer mon ex-directeur général parce que M. Konidoto, ça fait plus de 30 ans que nous avons eu à collaborer. J'ai été secrétaire général d'Alpha Blanc de Production. Nous étions à l'immeuble de Neyamousso. Donc je voudrais avec beaucoup de joie le saluer et lui dire merci. Et c'est pour moi un honneur de partager ce même panel avec lui. Monsieur le directeur général, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu nous donner en ce temps. Merci beaucoup. Maintenant, revenons au festival. Le festival de Tabo, comme vous l'avez demandé, quel est le contenu? Alors, nous avons, cela va nous situer sur les motivations qui ont conduit à la création de ce festival. Nous avons fait le constat, c'est qu'en général, pour tous les festivals qui existent, c'est des festivals de musique. Et nous avons dit qu'il fallait utiliser un autre créneau et nous nous sommes orientés vers le festival de danse traditionnelle. Donc la spécificité de notre festival, c'est les danses et musiques traditionnelles. Alors, et puis, au-delà de cette orientation, qu'est-ce qui nous a permis de créer ce festival de danse traditionnelle? Le constat que nous avons fait aussi, c'est que ici, beaucoup d'acteurs ici peuvent le témoigner, et même nos acteurs, nos partenaires de l'INSAC savent si bien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait le constat qu'en Côte d'Ivoire, quelle que soit la région, à quelques exceptions près, nos danses traditionnelles sont en train de disparaître. Et donc, le pan de notre festival, nous allons dans l'objectif de la sauvegarde. Et donc, nous voulons, à travers cette plateforme-là, réunir les danses traditionnelles et même aider pour celles qui sont en train de disparaître ou qui ont complètement disparu, tenter avec certains experts de pouvoir les faire revivre et pouvoir les remettre dans le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous, les objectifs qui nous ont poussés à
la création de ce festival-là. De manière spécifique, quelles sont ces danses qui ont disparu? Quelles sont ces danses qu'on valorise actuellement au Festival de Taabo? Alors, quelles danses? Ok. Actuellement, je dirais même que celles qui ont disparu, nous ne sommes pas encore arrivés parce que notre festival, là que nous avons fait la 5e édition en novembre dernier, donc c'est un jeune festival. Du volet de la résurrection, si je puis utiliser le terme de ces danses qui ont disparu, nous ne sommes pas encore parvenus à ce volet-là, parce que c'est un travail scientifique et technique qui se fait en collaboration avec le ministère de la Culture, principalement notre direction régionale de la culture et de la francophonie. Et c'est ce que nous sommes faisant. Donc pour le moment, en attendant d'arriver à les remettre sur pied, nous faisons avec ce qui existe. Et donc c'est les danses traditionnelles. Alors pour dire, aujourd'hui à Taabo, il y a par exemple la Bodan. Aujourd'hui la Bodan, vous allez dans tous les villages, ça ne se danse plus. Ok? Vous prenez une danse très patrimoniale comme le Sapa. Le Sapa, il ne se danse plus, il se danse avec ces 2 tambours jumelles, avec un 3e tambour qui est un accompagnant. Et nous, cette danse, elle se fait avec, en général, les danseurs, que ce soit des hommes en général, ils saignent le paille autour du rein et ils le dansent sur la rythmique des tambours. Mais ça a disparu. Dans aucun village de Taabo, dans la sous-préfecture de Taabo, une sous-préfecture de 14 villages, si vous allez, ça n'existe plus. Là où il y a encore des vestiges, le tam-tam est là, mais il n'y a plus de batteurs. Ou bien le tambour est là, on dit qu'il n'y a plus de couverture, la peau a disparu, il faut renouveler tout cela. Donc voilà un peu quelques problématiques auxquelles nous voulons nous attaquer dans le cadre de ce festival. Ce serait aussi intéressant pour l'auditoire de savoir c'est où Taabo. Alors Taabo, c'est sur l'autoroute du Nord, à moins de 200 km d'Abidjan. Vous arrivez après Sengrobo, après le dernier péage de Sengrobo, il y a le péage de Atingé, et il y a un 2e péage sur l'autoroute du Nord. Une fois que vous passez le péage, à quelques cinquantaine de kilomètres, sur votre gauche, il y a un panneau mis Carrefour Taabo. Vous rentrez par la gauche et c'est à moins de 200 km d'Abidjan. Et c'est une zone aussi qui regorge de curiosité touristique et il faut y aller, le barrage. Le barrage, etc. Voilà, merci beaucoup. On va revenir à... Voilà, le micro. Permettez que je revienne parce que pour le balafon Djengele, c'est très important. Je suis molé comme ça. On va revenir à ça. Tout le monde a venu à Bundiali. Vous savez, le Senevo à la naissance... À venir où? À Bundiali. À Bundiali. Donc le festival, le Djengele Festival, c'est à Bundiali. Le balafon Djengele, il est à la naissance. Le Senevo, quand la femme accouche, c'est le balafon Djengele qu'on joue. Ensuite, pour la réjouissance, c'est le balafon Djengele. Un anniversaire, un mariage, etc. Dans le chant, c'est le balafon qu'on joue pour encourager les hommes et les femmes à couler la volée. Et le balafon, il est de notre vie, de la naissance à la mort. Quand il y a un décès, c'est encore le balafon Djengele. Donc, le balafon est à toutes les étapes de la vie du peuple sénégalais. Donc, on le joue, tout le monde est heureux. Et il n'y a pas que, il y a des différents niveaux. Il n'y a pas que les balafons que vous voyez dans la rue, dans la poussière, il y en a qui vraiment, ils sont à un niveau, je n'allais pas dire de mon ami ici, mais je vais dire que ce sont des sachants qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils véhiculent. Et quand on vient, quand il y a un décès ou bien un chose, quand le balafon joue, les sachants, ils savent qu'il s'agit d'un décès, d'un mariage ou d'une chose. Voilà. On pourrait dire un balafon parleur, donc ça se fait Je transmets les messages. Ça, il n'y a aucun doute. Et puis le fait de faire le Djengele à Bundiali, vous savez que nous louons 100 chambres pendant une semaine. Ce n'est pas rien, c'est une petite ville de 100 000 habitants. On loue 100 chambres et les femmes en profitent. Tout ce qui est fait à Bundiali, les objets d'art, etc., elles sont très heureuses. L'aspect gastronomique, par exemple, le village gastronomique, mais elles sont heureuses. L'année dernière, qui a venu me dire, moi j'ai 500 000 francs de bénéfices. Ce n'est pas rien. En 6 mois, elle n'a pas 500 000 francs de bénéfices. Et puis il y a des conférences, il y a des conférences, il y a des masterclass, etc. Nos amis de l'ISAC viennent souvent,
ils sont conférenciers, etc., ou bien de l'université. Donc, il se passe beaucoup de choses pendant cette semaine-là. C'est très important. Moi, je suis un passionné de culture. J'accompagne beaucoup d'artistes dans différents domaines. Et je suis particulièrement fier de faire le... Vous allez garder le micro. Dans cette salle, nous avons de nombreux jeunes qui se demandent mais pourquoi aller écouter le balafon. Pourquoi aller écouter le balafon? Il était à Abidjan, arrivé jusqu'à Boundiali, juste pour le balafon. Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la cible de ce festival? Maintenant, si c'est les jeunes, c'est les moins jeunes, etc., c'est tout le monde. Tout le monde adore le balafon. Quand vous y allez une fois, vous revenez toujours. Parce que vous êtes captivé. C'est un son extraordinaire. Allez voir des Barcelone jouer. En tant que passionné, vous en parlez avec beaucoup de passion. Je vous invite à... Tout le monde connaît cette dame. Elle s'appelle Jaël Boni. C'est ça. On va l'inviter l'année prochaine. On l'a invité au Festival Afrique du Sol. L'année prochaine, on va l'inviter à Bougeri. Parce qu'elle fait du gaz. Et je sens très bien, n'est-ce pas, qu'il est possible d'introduire le balafon dans sa musique. C'est une grande musicienne qui va nous permettre de promotionner le balafon de Guégué à travers la Côte d'Ivoire. Il y en a qui le font déjà. Mais je vous invite. Je demande à tous nos amis, il y a un grand mec qui est là, qui vient souvent me voir, etc. Je pense qu'il y a des choses à faire. On est à l'INSAC, danser le balafon. Introduisez le balafon Guégué dans vos musiques. Ceux qui font de la peinture plastique, comme la dame, le débat du balafon. L'appel est bien perçu par tous ceux qui sont ici dans cette salle. Et on pourrait poursuivre encore avec, j'ai une myriade de questions à poser. C'est vrai, on parle de balafon spécifiquement en ce qui concerne le festival du Djéguélé, mais est-ce qu'il y a une diversité d'art, je peux m'exprimer ici, qui participe à ces festivals? Est-ce que c'est spécifiquement le balafon? On n'entend pas parler par exemple de tambour ou des guitares ou je ne sais pas, de créneaux. Est-ce qu'on reste focus dans un festival sur un pan spécifique de la culture? Il y a le balafon, il y a la guitare, il y a le batteur. Il y a le batteur. Quand on a un groupe de balafon, il y a même le saxo. Si quelqu'un joue le balafon dans son groupe. Donc ce n'est pas uniquement le balafon. Il y en a qui viennent qui jouent que du balafon. Les jeunes filles qui étaient venues, chaque année, il y a des jeunes filles qui viennent qui font que du balafon. Elles sont formidables. Débat solo. Pas débat solo, comment ça s'appelle? Déco Bala. Que j'ai découvert par hasard, c'est un ami qui est directeur d'un festival d'un festival au Burkina qui m'a dit, mais connais, il y a un balafoniste qui est très bon, il est en Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est qui Déco Bala, j'ai dit je ne le connais pas. Donc j'ai interrogé, n'est-ce pas, le man de mon abonné Donatien, mon réseau, ils m'ont dit, ouais, c'est quelqu'un qui a mis ça. C'est comme ça qu'on l'a invité plusieurs fois. Il a beaucoup de talent et j'en suis très heureux. Je crois qu'il connaît le développement harmonieux maintenant. Maintenant, il y a Jaël Boni. Il faut qu'elle vienne. L'invitation est lancée. On va profiter de cette tribune pour lancer des invitations. On va se tourner vers notre frère qui nous vient du Congo. Au Congo, est-ce que c'est seulement la rumba qui est jouée ou est-ce que vous avez quand même des invitations à l'endroit d'autres acteurs pour permettre à votre festival de prendre de l'ampleur? Bon, le festival travaille sur les musiques africaines en général. Et j'aimerais ici m'apesantir sur les liens, c'est-à-dire sur l'impact, n'est-ce pas, de ce festival. Je ne prends que ce modèle sur la société congolaise dans son ensemble, sinon la société africaine. Et désormais, moi, mes recherches sont orientées beaucoup plus vers les collectivités locales, avec le processus de décentralisation, n'est-ce pas, que l'on constate ça. Et là, je crois que le développement à la base s'impose. Et je m'en vais ici interroger le lien entre un festival et une collectivité locale. Et ce lien, je me refuse d'aborder l'approche de chercheurs, notamment qui utiliserait autant d'hypothèses, et c'est pour balayer la dimension, peut-être pas pour balayer la dimension économique qui a été beaucoup plus développée ici, mais je m'inscris sur une dimension beaucoup plus immatérielle et qui, les économistes ont du mal à percevoir parce qu'elle n'est pas quantifiée. Et pour interroger ce lien, je vais parler ici, évoquer, n'est-ce pas, l'expérience du Festival panafricain de musique dans un environnement de Brazzaville et qui, en 1997, a connu, il faut dire, c'était une guerre.
une guerre. Pas une guerre civile, hein, c'est une guerre. Et Brazzaville, la capitale du Congo, se développe en 3 pôles. Je ne sais pas si, dans la plupart des États aussi, les capitales politiques sont comme ça. Nous avons le pôle nord, qui reçoit presque la quasi-totalité des populations qui reviennent de la région du nord, les ethnies du nord du pays. Et vous avez la zone sud, et qui reçoit la quasi-totalité des populations qui viennent des ethnies du sud. Et vous avez le pôle du centre, qui est la zone administrative, vulgairement appelée le centre-ville. Et donc, quand vous êtes déjà dans cette disposition, rassurez-vous que avec un modèle démocratique que nous avons importé chez nous et qui ne s'appuie pas sur des réalités culturelles africaines, il y a ce que l'on appelle le repli identitaire pour l'affirmation, n'est-ce pas, des partis politiques. Et s'appuyant sur cette configuration, vous êtes déjà dans cette espèce d'affrontement qui ne dit pas son nom. Et en 1997, à la faveur des élections qui ont mal tourné, et le Congo s'est plongé dans une guerre, une véritable guerre fratricide, au point où les soldats qui appartenaient à la zone nord se sont constitués en armée de la zone nord et sur la partie du sud, en armée de la zone sud. Et c'était des échanges des canons, notamment des chars de combat, et même des avions de chasse ont survolé pour se bombarder mutuellement. Et donc, quand on sort d'une situation pareille, en 98, en 97-98, il faut revivre ensemble, parce qu'on ne peut pas se battre éternellement. Qu'on le veut ou non, après la bataille, il y a toujours un instinct qui vous permet, qui vous invite à vivre ensemble. Et c'est là où le Festival panafricain de musique a été invité à jouer sa partition, notamment à travers la programmation. Je vous assure que si vous arrivez dans Brazzaville, il y a des populations qui n'ont jamais franchi le centre-ville pour aller de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une programmation avec des grandes stars qui étaient venues et qui a fait en sorte que les artistes du sud aillent jouer au nord et les artistes du nord aillent jouer au sud. Et quand les artistes vont jouer, c'est avec tout leur public. Et donc, c'est de cette manière que le festival a contribué, n'est-ce pas, à atténuer les tensions militaires dans la ville. Et c'est cette dimension que nous pourrons explorer, notamment en termes de cohésion sociale, de vivre ensemble et contribution à la dynamique de paix. Pourquoi? Je fais le lien avec les collectivités locales. Je travaille beaucoup plus sur l'importance de la culture et le développement des collectivités locales. Il n'y a pas de festival sans territoire. Et donc, les festivals coûtent cher, coûtent très très cher. Et les opérateurs qui se lancent, généralement, n'ont pas l'accompagnement, il faut le dire, ni des pouvoirs publics, ni des banques, parce que c'est un secteur embryonnaire et qui n'attire pas le financement bancaire. Et donc, c'est avec leur poche qu'ils s'engagent et la volonté pour faire bouger les lignes. Et ça devient très complexe en ce moment-là. Et donc, le lien à faire entre le festival et le territoire, mais la collectivité dans l'obligation d'accompagner les festivals. Parce que les festivals rapportent à la collectivité, non seulement en termes d'emplois directs et indirects créés, également en termes d'élargissement de l'assiette fiscale des collectivités, mais aussi la dimension que je viens de développer, la dimension cohésion sociale, de paix et de vivre ensemble et de rayonnement de la ville. Et le plaidoyer que je fais désormais à l'intention des collectivités locales, c'est pour que les collectivités locales, nous allons le voir peut-être dans la deuxième partie en termes de perspective, commencent à avoir un regard, n'est-ce pas, non seulement économique, mais aussi social, sur l'accompagnement des festivals, parce qu'il n'y a pas de festival sans territoire, et le lien là, il est dynamique, l'un apporte à l'autre, et vice-versa. Merci beaucoup, ça va me permettre, on va l'ovationner très fort pour ce plaidoyer. Cela m'emmène à vous demander quels sont les principaux défis auxquels vos festivals sont confrontés de manière réelle.
On a l'impression que tout va bien, chacun est exposé, je pense que pas à la fond. Dans un endroit, c'est la nourriture, on peut réveiller une femme, on peut dormir, on peut faire ceci, faire cela. La réalité, c'est quoi sur le terrain? Alors, non, nous étions dans les propos liminaires, donc on ne peut pas tout développer en même temps. Voilà. Et donc, voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes confrontés il y a deux principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Un, il y a le problème au niveau technique, sinon je vais dire trois, technique. Et la logistique et tout ça. Oui, technique, je vais développer. Et deux, il y a le problème financier, deuxième problématique. Et puis troisième, au niveau des ressources humaines. Alors, au niveau technique, c'est tout ce qui va regrouper toute la logistique. Mon directeur général disait tout à l'heure que toute la logistique qui fait partir à Bundiali est sans commune comparaison, peut-être plus important que ce que déploie le Massa. Hein, c'est pas pour faire le Massa, c'est une très grande scène qui a de la qualité, mais ce n'est pas pour faire. Voilà, merci bien DG. Mais au niveau technique, donc, vous voyez que déjà pour déployer des scènes, ça coûte de l'argent. Et en général, la difficulté que nous avons, nous qui sommes, si je puis dire l'expression, en province, c'est que en général, les scènes qui existent sont à Abidjan, à la capitale. Et on ne peut pas se permettre de faire partir une scène d'Abidjan jusqu'à Tabo, par exemple, ça coûterait vraiment, ça coûte très cher. Et donc là, ce qui nous amène très souvent à faire du surplace au niveau technique, à utiliser ce que nous avons sur place avec sans avoir la grande qualité que des experts au niveau d'Abidjan pourraient nous offrir. Donc, il y a ce volet-là. Au niveau des ressources humaines, c'est un peu la même chose. Au niveau des intermittents du spectacle, par exemple, il est clair que dans un festival, il serait intéressant que dans les différents postes des fonctions, on puisse faire venir des spécialistes d'ici. Mais là aussi, c'est une autre difficulté. Le spécialiste qui part d'Abidjan ou bien que tu prends à l'INSAC pour aller faire une prestation, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Déjà, il y en a. Des spécialistes, il y en a. Oui, il y en a. Non, des spécialistes, il y en a. Il y a des spécialistes. Mais il est fait partie, c'est ça qui crée le problème. Et donc, ça, c'est au niveau des ressources humaines. Donc, au niveau des ressources humaines, nous sommes souvent amenés à utiliser, à faire encore sur place, pour prendre des jeunes gens à qui on donne quelques bribes de formation en 1 à 2 jours, et puis, excusez-moi l'expression, on se débrouille avec cela. Et la troisième difficulté que nous sommes confrontés, c'est le financement. Vous voyez que tous ces problèmes, si on avait des financements importants, on aurait pu prendre les techniciens qu'il faut, les scènes qu'il faut. C'est le financement, parce qu'aujourd'hui la compagnie est très difficile. Nous sommes obligés, notre ami du Congo a dit que là nous sommes obligés nous en tant que fonctionnaires, on est obligés de mettre notre salaire dedans. C'est tout notre salaire qui part. Je vous avoue que là c'est seulement hier, pour la petite parenthèse, je viens de solder les hôtels que nous avons utilisés en novembre. C'est hier seulement que je viens de solder. Voilà, et donc ça c'est des difficultés. Parce que les collectivités, malheureusement, les collectivités ne répondent pas. Les collectivités ne répondent pas. Moi je l'ai dit souvent. Est-ce qu'on pourrait accuser les collectivités? Est-ce qu'on leur présente le projet de festival? Est-ce qu'ils adhèrent en amont avant? En amont, je vais citer le cas qui me concerne. Je ne peux pas parler pour les autres. Mais pour ce qui me concerne, en amont comme en aval, j'ai toujours sollicité les collectivités. Mais c'est difficile de les mobiliser. Moi, j'ai souvent utilisé une expression, je dis, mais par exemple, la collectivité peut ne pas avoir de grands moyens au regard parce que toutes les collectivités ne se valent pas. Hein? La mairie de Cocody n'est pas égale à la mairie de Tabo ou à la mairie de Bundiali, ainsi de suite. Mais j'utilise une expression aussi, je dis que, monsieur le maire, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Et si nous avons, ne serait-ce que l'appui institutionnel, parce que souvent, cet appui institutionnel nous permet de pouvoir aller vers certains opérateurs pour qu'ils nous fassent confiance afin de pouvoir financer notre projet. Mais souvent,
c'est difficile à ce niveau-là même de mobiliser des appuis institutionnels et ça c'est une difficulté. Et ce qui fait que le festival n'a pas suffisamment de moyens et nous sommes obligés de ce que en général nous prévoyons en termes d'activité, nous sommes obligés de réduire et de faire l'essentiel pour pouvoir aller de l'avant petit à petit. Donc voilà. Quelle est la situation à Tabagne? À Tabagne. Merci beaucoup. À Tabagne, c'est la même chose, mais seulement nous essayons de créer des circuits touristiques. Nous essayons de c'est bien de rappeler aussi que Tabagne se trouve dans une région princière, le royaume. Donc, alors, quand on parle de de royaume, il y a large. créer des circuits touristiques. Bien vrai qu'il y a des difficultés sur le plan technique, ce n'est pas du tout facile de pouvoir d'abord organiser l'événement. Alors, nous, déjà, avec le ministère du Tourisme, nous essayons de faire la réflexion, de créer des circuits touristiques et de vendre la destination. Alors, même déjà au niveau des affaires étrangères, nous sommes encore allés plus loin. Nous multiplions, comment on appelle, des gadgets, et que nous essayons, via les diplomates hors du pays, de pouvoir au moins communiquer beaucoup sur ce festival. Cette année, avec des amis venus presque de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de la France, on a pu quand même donner une autorité quand même au festival. Donc tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Donc c'est pour vous dire qu'on essaie, c'est pour vous dire quand même, on ne peut pas créer un festival toujours en pensant que l'État ou quand même les collectivités viendront faire le reste pour nous. Nous devons mieux réfléchir et bien penser d'abord avant de créer le festival. C'est pas facile. Mais allons-y doucement, doucement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez Rio, quand les grands festivals aujourd'hui que nous voyons dans le monde entier, alors ça n'a pas commencé comme ça, mais aujourd'hui c'est devenu des destinations incontournables. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est les ministères qui doivent nous accompagner pour faire la publicité de ces festivals, pour qu'au moins les gens puissent beaucoup s'intéresser. Lequel des ministères ou lesquels? Le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, et le ministère des Affaires étrangères, tous ceux, on a besoin de tous ceux, le concours de tout le monde, pour nous aider à nous-mêmes à créer des destinations sur ce festival. Et si ce festival, nous ne communiquons pas beaucoup sur ce festival, c'est comme nous faisons un festival local. Or, cela sûrement ne suffit pas. Il faudrait que nous puissions, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'hôtels pour recevoir tous ceux qui viennent. Voilà pourquoi aujourd'hui, le tourisme que nous avons mis en place pour nous à Cotonou, c'est le tourisme domestique par exemple, et encore sur le plan national. Le festival de Côte d'Ivoire, créer une plateforme numérique, pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère nouvelle. C'est des propositions de solutions pour permettre à ces festivals-là de vivre très longtemps. De vivre très longtemps. Et il faut vraiment que nous communiquons beaucoup. Tant que nous ne communiquons pas beaucoup, nous allons toujours les mêmes répétitions qui vont, ce sera toujours les mêmes choses. Les mêmes choses qui vont se reproduire. Alors je vais continuer toujours avec mes questions et puis tout à l'heure je prendrai certainement des questions du public. Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous? Si vous permettez, je voudrais ajouter quelque chose à ce niveau, au niveau des financements, parce qu'il est important de le dire. Je voudrais signaler que nous, pour notre festival, chaque année, nous avons toujours bénéficié d'un appui financier de technique du ministère de la Culture et de la Francophonie. Mais nous sommes à la 5e édition. Nous venons de finir la 5e édition en novembre dernier, du 16 au 19 novembre. Et nous avons toujours bénéficié de cet appui-là. Mais au regard des charges, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, ce que nous recevons est comme une goutte d'eau
C'est vrai que nous savons que le ministère, c'est la maman avec plusieurs enfants, autant que nous sommes, et donc elle ne peut que faire ce qu'elle a. Voilà. Et donc nous les remercions pour cela, mais nous voudrions qu'il y ait encore davantage d'action, et surtout au niveau des partenaires, surtout, et des mécènes, que ce mécénat puisse être développé pour que nous puissions avoir ces appuis-là qui vont nous aider davantage à aller dans le sens de cette activité. On poursuit sur la même question ou la synergie entre tous les différents festivals? Est-ce que vous partagez la même question? On y va. Je comprends parfaitement les uns les autres, parce que pour faire un festival, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, vous savez, un festival, c'est comme quand vous entrez dans le business, dans les affaires. Le banquier, il veut vous prêter de l'argent quand vous en avez déjà. Le festival, les sponsors ne commencent à venir que lorsqu'ils voient que c'est une réussite. Le festival des grillades, elle a failli abandonner la 4e année. Mais c'est pas que la 5e année qu'elle a eu beaucoup d'argent. Bon, nous, moi j'avais un maire à Boudiali, des jeunes, qui ne comprenaient pas que le festival était très prescripteur pour la ville. Il a fallu que Maya vienne, qu'elle comprenne. C'est vrai que le ministère nous apporte une contribution, la mairie de Boudiali, mais ça représente à peine 30% de mon budget. J'ai commencé à trouver ailleurs, je ne perds pas d'argent, donc je ne perds pas d'argent, mais il est important pour que vous soyez... Le ailleurs, on est en train de partager si vous gagnez de l'argent ailleurs. Donnez la stratégie. Il n'y a pas de sorcellerie. Oui, justement. Il y a du merchandising, il y a de la restauration. Il y a, comment dirais-je, et puis il y a des sponsors. Il ne faut pas se focaliser seulement sur le balafon. Et puis, il y a le fait que moi, je suis entouré de beaucoup de gens qui font beaucoup de choses dans le milieu. Je peux leur demander de venir, vous, ils me diront c'est 50 millions, moi, ils me diront c'est 20 millions. Comme Jaël Boni, c'est tellement que tous ceux qui font le son, beaucoup ont travaillé avec nous, avec moi. Donc, les prix qu'ils me font ne sont pas les prix qu'on fait aux autres. Et puis, les collaborateurs, évidemment, je fais venir tout le monde d'Abidjan, je les loge, on les paye au prix normal. Moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager. C'est une très bonne chose de faire les festivals. Ça, c'est parole du VP maintenant, ça, amusement à part. Il y a longtemps. Le fait que le festival soit prescripteur, c'est important pour le lieu où le festival. Il faut que les maires, déjà, comprennent ça. S'ils veulent que les touristes viennent, il faut qu'ils sachent qu'il y a un festival. Et ce festival, qu'ils sachent qu'il y a une ville, donc, ça, c'est le festival qui va le permettre. Je pense que nous devons nous battre, continuer à croire à ce que nous faisons. Quand vous croyez à ce que vous faites, vous réussissez toujours. C'est comme de l'eau qui tombe sur une pierre, tout doucement. Donc, tout le certain temps, ça va fonctionner. Et notre ami là-bas, je voudrais demander le festival. C'est depuis qu'elle a dit déjà. Parce qu'en 1995, j'étais chef de la délégation ivoirienne. Voilà. Voilà. En 1995. Et puis, extra musical. Je les ai vus jouer dans la rue. C'est comme ça que j'ai été choisi pour venir faire l'ouverture du Massa ici, avec Myriam Makeba. Tout le monde était surpris, mais qui c'est ce groupe-là? Je les ai vus dans la rue, ils étaient formidables. Mais depuis le Massa de 96, extra musical est devenu un groupe international. Donc, je vous encourage, j'ai pratiqué votre festival 2 fois. C'est un très beau festival. Et puis, vous avez un grand moyen de l'État. Il y avait une musique super. On commence à avoir les sous. Oui, vous avez un grand moyen de l'État. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez revenir sur la question. Oui, en ce qui concerne les moyens, le Festival panafricain de musique ne se plaint pas des moyens. Voilà. Parce que c'est une institution panafricaine et qui est accompagnée par tous les États africains. Et généralement, c'est les États qui envoient des délégations. Prise en charge totale par la dernière édition venait de se tenir. Il y a eu une forte délégation ivoirienne, prise en charge par l'État ivoirien. Et le pays siège injecte déjà un budget en termes de milliards. Donc, on se plaint pas trop. Mais le problème n'est pas le FESPAM. Le problème, ce n'est pas le FESPAM. Le problème, c'est que nous sommes venus interroger un peu le secteur en lui-même ici à Abidjan. Quels sont les défis? Je crois que le premier défi consiste la structuration d'abord. Parce qu'un festival doit être avant tout une entreprise. Voilà. Et quand je parle de la structuration, ça veut dire que c'est le cadre juridique. Généralement, les festivals s'organisent dans le cadre des associatifs. C'est une association qui se met en place et qui ainsi de suite. Vous savez que la gouvernance d'une association, ce n'est pas la gouvernance d'une entreprise. Et en ce moment-là,
quand vous n'avez pas réglé le problème du cadre juridique en lui-même, ça pose déjà un problème pour la mobilisation des financements. Ça, c'est de 1. De 2, il y a ce que dans les recherches, ce qui a révélé, c'est la compétence, la ressource humaine. Et c'est souvent, quand on constitue l'équipe dirigeante, on procède par le copinage, c'est un ami qui veut m'accompagner, on ne tient même pas compte de sa compétence, et on vient s'accompagner, et généralement la motivation de départ, c'est tiole au fur et à mesure que les difficultés arrivent. Donc il va falloir que l'on forme. Il va falloir que l'on forme des véritables entrepreneurs, n'est-ce pas, capables de prendre en charge ces grosses machines. Et l'autre aspect qui a été évoqué ici, les plaintes, s'il faut le dire, c'est les financements. Et je crois que lorsque une étude est menée, et je me dois ici de l'affirmer haut et fort, il n'y a pas un secteur qui mobilise plus de bailleurs que la culture et l'environnement aujourd'hui. Donc c'est pour dire que si vous avez tenu compte de tous les préalables que je viens de dire, et que vous avez réalisé une étude, n'est-ce pas? Réaliser les études. Et souvent, on découvre les difficultés au milieu. Ça veut dire, si on a mené une étude, immédiatement, l'étude peut déjà vous orienter sur les niches de financement au niveau du festival. Donc, au fait, un projet culturel qui n'a pas un financement, c'est que c'est un projet culturel qui n'a pas eu d'étude au départ. Parce qu'on ne se lève pas aujourd'hui pour démarrer un festival demain. D'où l'importance de la formation. Tout le problème, la formation, mais également des études de pointe qui peuvent prendre 1 an, même 2 ans, sinon 3 ans même. Auprès de Parce que tout ce que... Auprès de qui? C'est bon d'avoir... Tout ce qu'ils ont évoqué ici, il y a un outil stratégique d'études, c'est le PSDER. Pour ceux qui font la stratégie connaissent ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a l'environnement politique, il y a l'environnement culturel, il y a l'environnement économique, il y a l'environnement technologique. Et tous ces environnements-là qu'il faut interroger pour faire asseoir le projet. Et si vous avez interrogé tous ces environnements-là, ça veut dire que dans le cadre de l'orientation stratégique que prendra votre festival, il a déjà suffisamment de moyens pour qu'il se développe. Donc, si les collectivités ne suivent pas encore, c'est parce que dans le cas de la communication stratégique, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. On ne peut pas demander à un aveugle de vous faire traverser la rue. C'est normal. Ça veut dire que c'est un travail à faire auprès des collectivités locales pour leur faire comprendre l'importance du festival dans une ville. Pour ceux qui vont en France, lorsque l'île, là où réside monsieur, c'était quand même, l'île c'était la ville économique de la France. Mais l'île a perdu sa valeur industrielle, mais a fait une migration directe vers la culture. C'est pour dire que si on explique ça aux autorités locales, il n'y a aucun maire qui ne peut pas s'intéresser à un festival parce qu'il sait qu'il a l'obligation de résultat demain. Et le seul élément qui lui permet de mobiliser la population, c'est le festival. Donc, qu'on le veut ou non, si l'étude est bien menée, je vous assure que dans les budgets des collectivités locales, vous aurez, n'est-ce pas, des lignes budgétaires qui seront inscrites. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Mme Massolé. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Toujours, le débat devient assez intéressant. C'est intéressant. Merci beaucoup, cher ami du Congo. Ce n'est pas pour faire une polémique, mais c'est pour dire que toutes ces stratégies, nous les connaissons très bien et ce n'est pas que nous n'avons pas intégré. Je vais vous donner un témoignage. Vous voyez, le directeur général est là. Le festival d'Abidjan, en 1994, le premier Festa, à une semaine du déploiement du dispositif, on a failli abandonner. Et pourquoi? Parce qu'il s'est posé la difficulté de faire venir Alpha Blondy et son équipe de Paris. Alors, et le matériel. Nous sommes allés, nous avons demandé, nous avons fait les stratégies.
le matériel devait venir par bateau. On était à une semaine après la date du festival. Donc, il a fallu activer d'autres mécanismes pour que, sous la direction du directeur général, on puisse faire intervenir le président de la République qui était le parrain de l'activité et qu'on fasse venir le matériel par avion et les artistes de Paris. Donc, c'est dire que cela, tout ce que vous avez dit, dans tout projet, il y a ce qu'on appelle aussi les contraintes du projet. Dans tout projet, que vous ayez fait faire votre montage de projet par un expert de HEC, mais il y a toujours les contraintes du projet. Dans l'exécution, il peut y avoir des problèmes. Donc, nous continuons toujours. Ce n'est pas que nous avons abandonné. Les maires, les présidents de conseils régionaux, nous continuons de faire le plaidoyer pour que nous puissions asseoir. Vous-même, vous l'avez si bien dit. Un festival, c'est un territoire. Et dès lors qu'il y a un territoire, naturellement, nous contribuons à la promotion et à la valorisation de ce territoire. Et donc, il est important que le responsable du territoire, le maire et le président du conseil régional, ils puissent être amenés. Nous travaillons dans ce sens et on prend ce que vous avez dit. Nous allons continuer le travail de plaidoyer et de faire le lobbying pour que dans les jours, les années qui viennent, on puisse avoir de meilleurs moments d'exécution. Merci infiniment. Alors, des défis et des solutions ont été. Prendre quelques questions dans l'Assemblée. Est-ce que nous avons un micro disponible? Vous voulez revenir sur la question? Oui, peut-être pas revenir sur la question parce que vous avez déjà dit que les solutions sont déjà écoutées. Mais je crois que je pourrais terminer sur les solutions. Souvent, peut-être que les acteurs eux-mêmes, dans le cadre de la communication stratégique, n'arrivent pas à formuler la demande auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est de 1. De 2, pour le modèle économique, on ne revient plus là-dessus. Qu'est-ce que je propose? Je proposerai, en termes d'identification des parties prenantes dans les différents projets, il y a le rôle de l'État. Donc, le rôle des pouvoirs publics. Et je sais que, et nous le savons tous, que la culture, dans son ensemble, est budgétivore. Bien. Et un privé, quel qu'il soit, ne peut pas venir développer la culture. Il fait partie d'abord d'un domaine de souveraineté des États. Donc, les États sont convoqués au plus haut niveau et au premier niveau. Comment? Et il revient donc aux États ou aux collectivités locales de mettre ce que moi j'appelle souvent l'environnement d'affaires dans le domaine de la culture. L'environnement d'affaires consiste à ce que l'État puisse ne pas toujours s'inscrire dans la logique des subventions. Pour moi, les subventions sont stériles. Les subventions étouffent la créativité. On peut demander à l'État, dans ce premier niveau de plaidoyer, de mettre en place un environnement d'affaires à travers les articulations suivantes. D'abord, l'infrastructure, l'infrastructuration. L'État peut construire, n'est-ce pas, une infrastructure quelconque. Dans une collectivité locale, la mairie peut construire un espace de diffusion. Et nous sommes ici, en paix à Abidjan, je ne connais pas combien de provinces il y a. Si dans chaque province, l'État peut construire un espace de diffusion artistique, on aurait réglé le problème du marché artistique. Parce que les artistes peuvent tourner en ayant déjà trouvé un environnement qui leur permet, à travers les programmations, de faire tourner les artistes au plan local et gagner de l'argent. Et le deuxième niveau d'intervention de l'État doit être la formation. Ça veut dire, quand je parle de la formation, ce n'est pas la formation de renforcement des capacités, parce qu'on ne renforce les capacités que de quelqu'un qui a déjà des capacités. C'est une formation diplômante des ingénieurs, des administrateurs dans le domaine de la culture, pour que cela porte le destin de... Les investisseurs peuvent amener de l'argent, mais qu'à côté, il y a déjà cette assise-là d'intellectuels et qui doivent conduire ces projets. Le troisième niveau d'intervention que nous attendons de l'État,
Ça peut être l'accompagnement financier. Contrairement à la subvention, moi j'aimerais que l'on mette en place des fonds de garantie. Les fonds de garantie, c'est quoi? Dans la mesure où le secteur est encore embryonnaire, que les acteurs eux-mêmes n'ont pas aussi les moyens, l'État peut accompagner. Si l'environnement est structuré, il peut accompagner à travers les banques. Parce que le mécanisme qui a été mis en place et que nous avons décrié tous, c'est que l'État crée des fonds. Alors que ce n'est pas la mission de l'État. L'État est au niveau stratégique, au niveau opérationnel, il doit injecter des fonds, mais à travers des banques, n'est-ce pas? Et qui garantissent déjà l'investissement d'un privé. En ce moment-là, la banque réalise le retour sur l'investissement, mais aussi le suivi du projet. Parce que généralement, ce qui s'est passé, c'est qu'on prend l'argent de l'État et on fuit avec. On fuit avec. Et ce qui se passe au niveau de Brazzaville, nous travaillons sur la mise en place d'un fonds de développement du culturel de la ville, mais il y a à la fois la dimension, comment on appelle ça, subvention, qui reste du domaine de la mairie, notamment au niveau de l'offre, l'amélioration de qualité de l'offre, mais les différentes chaînes, notamment la production, la diffusion et puis la distribution, c'est du domaine de la banque. Comment on a mis en place ce fonds? Ça veut dire que nous avons invité toutes les niches de financement de l'asset municipale, notamment les sociétés de téléphonie mobile, ainsi de suite, pour dire que nous voulons créer un fonds, n'est-ce pas, et qui va booster la culture de la ville. Ce n'est pas un fonds de la mairie, parce que généralement les maires, quand vous leur mettez l'argent, ils prennent pour aller faire l'assainissement. Donc l'argent là, nous avons pris, on a mis dans une banque. Ça veut dire que la mairie met ce qui lui revient dans le fonds, et les sociétés de téléphonie mobile, à travers le dégrèvement fiscal, n'est-ce pas, 1% de ce qu'ils doivent payer à la mairie va dans le fonds, alimente le fonds. Et le fonds est dans une banque avec un organe de validation des projets. Il ne faudrait pas que ce soit les agents municipaux qui le font, non. Il y a un organe de validation des projets où il y a une session où les opérateurs souscrivent au fonds. Ceux qui ont déjà l'assise financière pour le remboursement du fonds, ils vont en banque et la banque elle finance et suit. Et ceux qui sont encore au niveau de l'amélioration de la création, en ce moment-là, la mairie met un peu d'argent pour la création des résidences, ainsi de suite. Et nous avons mis en place un environnement de pépinière d'entreprise. C'est pour donner les adresses aux opérateurs culturels qui généralement n'ont que des projets à travers leur mallette. Donc on a créé les adresses, c'est-à-dire il y a un espace, donc un espace que la mairie a créé. Cette expérience du Congo a pris combien de temps? Ah ben 12 ans, madame, 12 ans. 12 ans. Bon, je pense qu'ici, on pourrait déjà commencer à s'inspirer de ce qui a été fait depuis 12 ans. Bien, donc, lorsqu'on a créé cette pépinière d'entreprise, ça veut dire qu'en domicile, vous avez les jeunes en domicile, où ils sont là, ils ont un environnement de création et d'accompagnement, n'est-ce pas, en ce qui concerne la structuration de leur modèle économique, la recherche de financement, et ainsi de suite. 3 ans après, ils sortent de la pépinière pour aller voler de ses propres ailes. Voilà autant d'expériences, n'est-ce pas, qui peuvent être mis à la disposition des collectivités locales, n'est-ce pas, pour accompagner non seulement les arts de scène, mais la culture dans son ensemble. On va ovationner une très belle expérience du Congo. J'espère que nous avons les représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie qui pourraient s'en inspirer et puis faire en sorte que la culture puisse vraiment éclore en Côte d'Ivoire. Une question dans l'Assemblée. Bonjour, nom, prénom, situation matrimoniale, l'intérieur des naissances. Merci. Posez la question. Au fait, c'est vrai que normalement notre panel devait finir à 1h30, là on est en retard. Par rapport aux questions, je voudrais, avant de me présenter, vous dire d'abord une chose, et je vais être sévère là-dessus, et surtout pour ceux qui nous suivent ici. Les ministères de la Culture, les collectivités territoriales ne sont pas des banques. Je veux le retenir, ce ne sont pas des banques. Parce que tout le monde veut envoyer un courrier au ministère de la Culture pour demander de l'argent. Il n'y a pas d'argent là-bas, c'est l'argent pour les salariés qui sont là-bas. La première question, la première préoccupation de c'est ça. Je suis Dr Éric Loubé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Je suis spécialiste du management des entreprises culturelles. Depuis qu'on a commencé à parler, j'étais perdu. J'étais perdu parce que je revenais toujours, quand vous parlez, je revenais toujours au titre. Impact avec S. Perspective avec S. Je n'ai pas entendu ça à la première partie
Mais vers la fin, là, ça a changé. Avant de parler, je félicite vos festivals, qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une bonne chose. La première des choses que nous devions dire à ces jeunes qui sont là en face, quel est le modèle juridique à mettre en place? Quel est le modèle économique à définir pour son projet? Pour ne pas aller chercher l'argent à l'ambassade de France, à l'Institut Goethe. Quel est le modèle économique? Combien d'emplois créés ou à créer? Nous montons des événements pour créer de l'emploi. Combien d'emplois ont été créés dans vos festivals depuis 10 ans, depuis 5 ans? Combien d'emplois créés? L'impact social, on connaît. Parce que là, nous sommes à Abidjan, les hôtels qui nous reçoivent vont recevoir de l'argent. L'impact social et économique. D'accord? Mais la question de savoir derrière, pourquoi créons-nous des événements? Si c'est pour faire la fête, après rentrer chez soi, attendre 6 mois, refaire encore. Et ceux qui nous suivent, ces jeunes qui sont là, de l'ISAC par exemple, demain ils vont chercher de l'emploi. Mais comment est-ce que nous allons leur expliquer comment créer de l'emploi derrière un festival, derrière un événement culturel? Donc commençons. Le point le plus saillant qu'a dit tout à l'heure le président du festival, c'est la question de la formation. Ça, je peux revenir là-dessus. Si on ne se forme pas, laisse tomber. Hein. Et il a dit un point qui est très important. On renforce des capacités à celui qui a déjà des capacités. Si tu n'as pas été formé, non, ne viens pas nous emmerder dans la culture. Et j'ai toujours dit une chose que si tu viens à la culture pour devenir riche, repars faire le champ. Ça, c'est une contribution que je suis en train de faire parce que c'est vrai qu'on a donné des témoignages de chaque festival, c'est une bonne chose, mais définissez-nous votre modèle économique. Parlons de votre modèle économique. Combien d'emplois vous avez créés? Combien de personnes travaillent uniquement pour le festival? Aujourd'hui, il y a un modèle que j'aime bien. Je ne connais pas la source, mais je connais un modèle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle avec le festival il y a des employés qui sont là, qui travaillent uniquement pour ça. Ils sont payés chaque fin du mois pour travailler uniquement pour le FEMIA. Maintenant, on se pose la question, quel est le fonctionnement? Comment est-ce qu'ils font pour avancer? Donc, la question, c'est de savoir comment sont construites vos économies culturelles. Quelle est la fonction ou le modèle juridique que vous avez mis en place pour avancer? Si ce n'est que des associations culturelles, vous êtes de voleurs. Puisque l'argent que vous bénéficiez, après vous faites quoi de ça? C'est la question qu'il faut se poser. En dehors de fonctionnaires, notre ami a dit quoi? On met de l'argent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais l'argent que vous gagnez dans les subventions, dans les aides, vous faites quoi avec ça après? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste. Ça va où? Donc si c'est le modèle associatif, nous sommes tous des voleurs. Maintenant, il faut poser la question de savoir comment vivre avec son projet culturel. Merci. S'il vous plaît, besoin de réponse. C'est une contribution. Oui. C'est une contribution. C'est une très belle contribution. On va laisser la parole aux panélistes. Pour retenir rapidement, on avait 1h30 d'intervention. On vous remercie beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Je suis à combien de minutes encore avant de laisser M. Fini? Moi, par exemple, de notre côté, je vous remercie parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle une fondation. Après d'abord 2 ans. 2 ans de réflexion, nous avons mis en place une fondation. Et de nommer fondation Adaye Kessier. Alors, c'est une fondation qui recrute des bénévoles. Et quand vous parlez de subventions, nous avons combien de subventions? Il n'y a pas de bilan de pouvoir faire un bilan sur les subventions. Mais c'est pour que cette fondation puisse faire des réflexions avec des bénévoles, non seulement qui ne travaillent pas en plein temps la fondation, mais qui ne sont pas aussi des affamés.
Mais c'est un truc volontaire. Donc, ils ne demandent même pas de salaire. Ils viennent parce qu'ils ont de l'amour pour ce festival. À part quelques-uns que nous comptons, que nous arrivons quand même à cotiser entre nous-mêmes pour pouvoir les aider. Et il faut avoir ce qu'on appelle son business plan, comme on l'a dit, aller à la recherche et créer, comme le disait notre cher panéliste du Congo, il faut pouvoir dès maintenant pouvoir avoir certaines infrastructures pour libéraliser un peu le secteur du festival. Parce qu'il ne suffit pas chaque année de venir louer ou bien faire des appels de fonds. Il faut pouvoir chercher nous-mêmes des propres fonds et pouvoir y aller. Sinon, ici, il n'y a pas de problème de vol. Mais au contraire, nous faisons tout pour que, au moins, ça puisse résister. Et ce modèle que nous pouvons donner à ces jeunes aujourd'hui, même ici à INSAT, nous avons pas mal de jeunes de INSAT ici qui sont des volontaires, parce qu'ils sont de notre département, ils sont de cette région, qui travaillent ici, qui nous apportent leur expertise. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont sur la tour, qui sont dans d'autres ministères, qui nous accompagnent avec leur expertise. Mais ce n'est pas facile. Juridiquement, déjà, le modèle juridique est déjà fait. Le reste maintenant vient un peu, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau qu'il faut. Donc, c'est pour dire que déjà, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'argent dans le culturel. Mais il y a quand même ce qu'on appelle le développement. Et on a donné l'exemple de film. Je n'ai pas dit ça, il y a l'argent de la culture. Oui. Il y a les millions et les millions de la culture. Mais la culture n'est pas une banque. C'est ça que j'ai dit. On va passer à un autre panéliste. Pour la suite, un autre panéliste, M. Kone Dodo, plus ancien dans la gestion des festivals. Moi, je peux lui donner. Ce que notre frère, moi, je suis pas du tout. Il dit que quand on fait de l'argent, on ne vient pas la culture. Mais moi, je suis multimillionnaire, c'est la culture. Et je vais vous dire, moi, je suis producteur de plus de 120 artistes dans différents pays, même chez vous. Et la culture peut rapporter. Moi, je suis administrateur économique et social, diplômé de l'Université des sciences sociales de Grenoble. Moi, je fais mon business comme dans le privé. Il faut comme dans le privé. Mon festival. Mais ça me rapporte de l'argent. Je gagne plus de 50 millions chaque année. J'ai construit un hôtel. Je suis en train de. J'ai convaincu la ministre Madadou de faire le palais de la culture. C'est en construction. Ça finit à la fin de l'année prochaine. 1500 places, 10 000 places dehors. Parce que c'est ça l'objectif. On fait les choses parce que pour gagner de l'argent. Moi, tout ce que je fais, c'est pour gagner de l'argent. Je suis promoteur immobilier avec mes enfants, c'est pour gagner de l'argent. J'ai construit plus de 50 maisons, ça parle de la culture. Et on peut gagner beaucoup d'argent aux États-Unis. Mais l'industrie culturelle, en France, mais c'est en deuxième, troisième position. Il y a beaucoup d'argent, on y vient pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas que de la culture on perd de l'argent. Dans d'autres domaines, on perd de l'argent. En Europe, pas dans la culture. Sur 5 entreprises qui démarrent, il y a 4 qui se captent à tuer. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait des écoles HEC, etc. Non, c'est la réalité du marché, la réalité de l'environnement. On ne va pas épiloguer à perte de vue. Moi, je suis vice-président des espaces de diffusion en Afrique de l'Ouest. Quelqu'un a parlé qu'il faut des espaces. Mais on ne sait pas que c'est la culture depuis. Et on ne sait pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais je ne fais pas de communication pour en parler tous les jours. La Trésor africaine des arts, lui, doit connaître. On est en train de constituer, je suis vice-président aussi. Et je ne veux pas être président souvent parce que je n'ai pas le temps. Mais la culture, c'est pour gagner de l'argent. Pour gagner beaucoup d'argent. J'espère que cette femme va gagner beaucoup d'argent bientôt. Et oui, la plupart des artistes, quand je me suis occupé en tant que producteur et manager, sont millionnaires. Barbara Kanam allait lui demander. Demandez à la maison qui coûte 100 millions. Il se connaît dedans, il a dit plusieurs fois à la télévision. Il y a l'artiste qui vient de gagner au Cameroun. Aïcha Traoré. Mais il va être millionnaire, je l'ai garanti que dans 2 ans, c'est la multimillionnaire, on a construit sa maison. Mais on fait du business, on ne s'amuse pas. Mais j'accompagne les jeunes frères. Je leur explique. Je suis vraiment surpris que les personnes ici n'y croient pas. Il faut y croire. Moi, quand je vois Kadim se battre depuis longtemps, j'ai dit il va réussir. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, j'ai voulu résumer, j'ai dit il faut y croire.
il faut se battre, il faut structurer. Ça va de soi. On n'a pas besoin de dire qu'il faut structurer son business, etc. Moi, pour moi, le modèle économique, chacun a un modèle qu'il choisit. Mais je suppose que tout le monde le fait. Je ne veux pas venir ici, un maître absolu, dire faites le modèle. Et ils le font. Et un modèle, ce n'est pas le modèle classique que nous employons chaque fois. Moi, il y a des affaires pour lesquelles j'ai gagné beaucoup d'argent, il n'y avait aucun modèle. Pourtant, j'ai appris à l'école, j'ai gagné des millions, mais il n'y avait pas de modèle. Et c'est ça qui est la vérité. Il faut encourager les gens, pas les dire parce que vous ne pouvez pas faire des business plans, etc. On parle beaucoup. Ce qui est important, il faut gagner de l'argent. La littérature, c'est bien, hein? Le comment sera l'objet d'un autre. S'il vous plaît, le comment sera l'objet d'un autre panel. Il y a beaucoup de panels pour ce forum des arts démocratiques. On va rester concentré sur le thème d'aujourd'hui. S'il vous plaît, on va encore permettre à notre assemblée de poser des questions. S'il vous plaît, on va se permettre de poser des questions. Je vais vous laisser la parole. S'il vous plaît, nous avons écouté des hommes depuis le début de ce panel. On va changer un peu, on va aller dans le champ, si vous le permettez, s'il vous plaît. On va permettre à une femme de s'exprimer, de poser sa question. On va demander à madame donc de s'exprimer. Non, allez-y madame. C'est moi qui dirige le... Il n'y a pas de genre. S'il vous plaît, calmez-vous. On n'est pas dans un débat de chiffonnier. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous aurez droit à la parole tout à l'heure. Je vais permettre à la dame de poser sa question. Allez-y, calmez-vous, s'il vous plaît. Ah. Mon cher frère, je ne vous ai jamais vu dans l'état. Soyez calme. Non, calmez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va se calmer. On va permettre à... Il est 30, c'est fini pour moi. C'est comme ça que je travaille. Je respecte mon temps, je respecte le vôtre. Il est 30, j'ai une chose à faire, je dois partir. Nous sommes désolés. Au revoir, monsieur. Et puis, j'espère que vous reviendrez pour les autres femmes. C'est passionnant, bon, c'est intéressant, il y a beaucoup à apprendre. On va permettre à madame de poser sa question. Elle n'est pas venue non plus à l'heure, même s'il est pas. Allez-y, madame. Moi, c'est Auguste Abbé Palais. Moi, je suis artiste comédienne, je suis réalisatrice, je suis productrice. Je suis burkinabé. Je suis directrice du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou qui a 17 ans cette année. Alors, à travers... Merci. Je voudrais dire que je voudrais féliciter l'initiative avec Gaboy parce que je suis invitée à cet événement. Je voudrais aussi dire merci à tous ces panélistes, tous ces grands hommes qui sont sur la scène. Ils ont entretenu et tout. Et j'ai appris beaucoup. Je peux dire que c'est relatif pour moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais je prends mon cas en tant que, je peux dire, dans la sous-région, je suis la seule femme qui fait un festival d'humour depuis 17 ans. Je n'ai pas entendu parler. La première que j'ai entendu parler, elle est congolaise, Bikuta Lauréate, qui vit en France, qui a 1 an de plus que moi dans son festival du rire. Et de festival du rire, je n'ai pas entendu parler. Et ce festival a terminé aujourd'hui. Quand nous on commençait, parce que j'ai été lauréate du Grand Prix de l'humour au temps de Mamoudou Ouedraogo, il y a 18-20 ans au Burkina. Et après, comme il n'y avait pas justement des promoteurs culturels qui œuvraient pour l'humour, je me suis convertie dans l'organisation et tout. Et aujourd'hui, je peux dire à son temps, on en avait peut-être 5-6 humoristes, pour ne pas dire que ce n'était pas des humoristes. Aujourd'hui au Burkina, on en compte des cinquantaines d'humoristes qui, à travers le monde, voyagent. Et à travers ce festival, j'ai eu à inviter tous les humoristes reconnus, connus ici au Burkina, à ce festival. Chaque année, j'en reçois. Hein? Allons-y. Voilà. Tout va bien. Voilà, j'ai eu à recevoir presque tous les humoristes de la Côte d'Ivoire au Burkina. Et je dis, quand vous avez des autorités où la culture n'est pas leur première priorité, vous avez beau faire des études, des papiers, des ci, des ça, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous avez des dirigeants qui ne comprennent même pas la culture, qui ne partent pas dans les différents événements artistiques, culturels,
vous avez beau faire, on va vous prendre comme des guignons. Je me bats matin, midi et soir. Je suis jeune parce que 17 ans, moins mon âge aujourd'hui, j'en avais pas beaucoup, j'ai commencé tôt. C'est pour vous dire que si je suis toujours dedans, c'est parce que je me bats à avoir ma place. Je me bats à ce que un jour, ce festival-là, je n'ai plus à avoir des... Je vous jure que chaque année au Burkina, jusqu'à aujourd'hui, je continue de déposer des demandes au ministère pour avoir un peu d'argent pour me soutenir. J'ai vu un panneau quand je suis arrivée ici hier. J'ai vu prix d'entrée 100 000, 50 000, 30 000, 15 000. Je dis voilà comment la culture peut évoluer. Viens faire un spectacle à 10 000 même à Ouaga. Tu vas couler sueur. Vous voulez que cette culture-là puisse comment s'autoproduire? Il n'y en a pas. Il faut que les dirigeants nous donnent, parce que ça fait partie, nous tous on contribue. Téléphonie mobile là, quand on met une en groupe, quand on fait sur le groupe, c'est pour vous dire que c'est compliqué, c'est relatif ce que vous avez dit, mais on ne peut pas juste avec des papiers, on ne peut pas faire les études dont M. Lugondaï a dit. C'est pas pareil. Vous faites festival là, et faire ça, c'est l'État qui finance et donc vous avez l'argent. C'est pas pareil avec nous qui faisons avec nos différentes poches. Et permettez que quand on gagne là, qu'on puisse jouir de ça. Voilà, merci beaucoup. C'est pas Beaucoup de courage à vous. Je pense qu'ici, c'est un panel d'échange, de partage, d'expérience, et chacun de nous va en tirer le meilleur. On va aller dans l'autre rangée, si vous permettez, dans cette autre rangée-là, pour permettre aux autres de poser des questions. Il nous reste à peine une dizaine de minutes, ainsi je suis le chrono, arrêté derrière. Allez-y. Bonjour monsieur, bonjour madame, ou bien bonjour madame, bonjour monsieur. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Bonjour à vous. Je vais très rapidement, je suis monsieur Anouko Yuan Joël, consultant en intelligence économique et stratégie. Et le cœur des stratèges a battu très fort quand j'ai entendu le monsieur du Congo parler. Ma première préoccupation, c'est de faire un reproche à l'adresse du comité d'organisation. Tout à l'heure, on a entendu des propos qui se sont entrechoqués. C'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce que tout simplement, nous n'avons pas les PDR. Le comité d'organisation aurait dû produire des PDR qui allaient, je pense, cadrer les différentes contributions et ça nous aurait évité. Parce que là, on est tombé en plein dans une sorte d'état des lieux, d'état généraux, africains en même temps Côte d'Ivoire. Bon, on se mélange. Alors que là, on est dans un cas assez pratique, c'est le cas de Côte d'Ivoire. Ma contribution, c'est pourquoi j'ai pris la parole, c'est pour dire une seule chose que je répète depuis que je passe aux affaires. Il est temps et grand temps que nous procédions aux états généraux des industries créatives et culturelles en Côte d'Ivoire. C'est de là, en tout cas pour quiconque a des notions en matière de gouvernance, c'est le B.A.B.A. Tant qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on sait faire, on ne pourra aller nulle part. On va se retrouver toujours, se tirer là-dessus, comme ci, comme ça, et puis après, ça va devenir les histoires de « non, moi je suis ceci, je suis cela ». La culture, ça représente quoi pour la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, c'est vrai, je peux dire, c'est quoi un grappe ou une grappe? Grappe 1, en tout cas, de notre plan national de développement, on parle de transformation structurelle de l'économie. Mais en même temps, quand vous avancez dans le plan national de développement, vous découvrez, pour ceux qui savent le lire et qui peuvent le lire, qu'il y a dans le gros domaine de la culture ou des industries créatives et culturelles, il y a eu deux secteurs en priorité. C'est l'industrie du tourisme et l'industrie du textile. Si c'est les deux secteurs qui sont en priorité, ça veut dire que les autres, pour l'instant, ne sont pas en priorité. Donc, il faut se concentrer sur les deux. Mais sur quelle base les deux ont été retenus? Violente question, comme dirait l'artiste. C'est pourquoi je voudrais ici, comme il y a le doyen Kone Dodo qui est là, je voudrais ici en appeler une dernière fois, parce qu'après ça, je n'en parlerai plus. Et puis, je suis là pour me vendre pour l'extérieur. Je voudrais en appeler aux états généraux des industries créatives et culturelles. Ce n'est qu'à partir de ces états généraux-là que les questions de modèle économique, les questions de modèle juridique,
même les questions de perspective pourront entrer en ligne de compte. Et je pense que c'est avec ces états généraux que toute la démonstration en matière de stratégie d'influence qui a été faite par le monsieur du Congo pourra être perçue. Les autorités locales ne comprennent pas parce que dans leur texte, culture, c'est affaire de petits artistes zouglous, porter le cœur, venir danser. C'est tout. Voici l'image qu'ils ont. Ils ne peuvent pas comprendre. Or, le jour où nous aurons fait les états, nous aurons produit des états généraux avec les livres blancs et tout ce que, je veux dire, la pensée moderne accompagne en la matière, je vous assure que les problèmes seront résolus. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est bon aussi de recadrer un peu les échanges. Nous sommes ici à une activité bien précise, pas une activité du ministère de la Culture et de la francophonie. Il faut qu'on soit d'accord. C'est le collectif des acteurs culturels qui organise quelque chose. Et cette première édition, c'est le Forum des arts vivants d'Afrique, avec un thème bien précis qui est mis là. Si vous pouvez le lire, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui sont tombés en plein dedans, c'est bon de lire l'industrie des arts vivants, moteur de développement durable pour l'Afrique. Et le thème pour lequel il existe ce panel, c'est bon aussi de le rappeler, c'est un panel inaugural. Et le thème de ce panel, c'est les festivals des arts vivants en Afrique, impact et perspective. Il y aura d'autres panels demain, ce soir, après-demain. Il y aura des panels ce soir et tout ça. Vous pourrez venir et puis en savoir davantage. Mais c'est bon de circonscrire des choses. Quand le ministère de la Culture et de la francophonie vous a fait les états généraux, c'est sûr que nombreux d'entre vous ici seront invités à cela. Pour l'instant, restons s'il vous plaît dans le canevas de ce thème. Question toujours une femme, s'il vous plaît. Ce panel, je ne suis que la seule. C'est une opportunité pour moi de permettre à certaines femmes de s'exprimer. Je le dis avec fierté, je le redis encore. Monsieur Milan Paté, s'il vous plaît. Nous avons un souci. À la dame. Les hommes disent que les femmes ont refusé de payer les femmes. Du coup, elles ne parleront plus. Le micro, s'il vous plaît, à madame. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à nos panélistes. Merci pour ce moment. Au départ, M. Dodo a dit quelque chose. Je suis bi-haïtienne, voilà. Je suis bi-haïtienne, artiste, chanteuse, je suis comédienne. Je suis aussi promotrice culturelle. Hier, nous étions dans cette salle pour le festival Carte Blanche en cinéma, parce que comme je suis aussi actrice. Et donc, M. Dodo a dit qu'il connaît des festivals et que certains seraient de la récréation. Ça a attiré mon attention. Dans une de mes chansons, je dis que si ta lumière n'éclaire pas les autres, ce n'est pas une lumière, alors on est tous dans les ténèbres. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a des experts, ou lui-même, M. Dodo, en tant qu'expert, est-ce qu'il y a un conseil, est-ce qu'il y a une direction des experts pour orienter des jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là, qui veulent faire des festivals? Puisqu'il y a plein de créations, il y en a, mais est-ce qu'on peut s'orienter quelque part pour demander comment faire pour bien asseoir son festival? Est-ce qu'il y en a? Ça, c'est un. Il y a deux questions. La première question. La deuxième question. J'ai vu qu'il y a des fonds de soutien à la création ou de soutien à l'industrie, par exemple cinématographique. Quand j'entends dire qu'il n'y a pas de fonds et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il ne faut pas qu'on demande au ministère, donc ces fonds-là servent à quoi? Franchement, ce sont mes deux questions. Merci. D'accord. Est-ce que nous avons un panéliste qui vient du ministère de la Culture et de la francophonie pour y répondre? Parce qu'il ne faut pas s'aventurer. Je crois bien que la question, ce n'est pas tant adressée au ministère de la Culture, mais elle voudrait savoir s'il y a en termes d'encadrement et d'accompagnement d'abord pour la première question. Alors, je voudrais dire qu'effectivement, nous, au-delà de ce que nous avons un festival que nous produisons, nous, c'est dans ce segment que nous sommes intéressés. Et je voudrais dire à notre collègue qui est intervenu antérieurement que nous avons, au niveau juridique, nous sommes une SARL. Okay? Nous avons une SARL, le VAO Consulting Group, et parce que nous avons fait l'écosystème de toutes ces problématiques
et nous avons créé ce groupe-là. Donc, en plus de ce que nous mettons comme structure événementielle pour pouvoir produire les festivals et d'autres activités, naturellement, nous avons un accompagnement en termes de formation, de renforcement des capacités et même éventuellement, nous avons des experts pour pouvoir faire des créations en termes de clés en main. Par exemple, quelqu'un ici qui voudrait monter un festival Bundiali, ça ne sera pas Bundiali, peut-être pas, à Korogo ou à Samatigila, nous avons des experts qui vont vous accompagner dans la mise en œuvre selon tout le mécanisme jusqu'à l'aboutissement à l'exécution. Cela est possible. Et donc, est-ce que toutes nous les répondons... activités culturelles répondent au mot festival? Moi, c'est la question qui me pose dans Non, le mot festival... On le met à tout. Oui, c'est un vocal. Festival des escargots, oui, festival oui, du port de Yopougon, festival de Paradis, festival de... Bon, oui, le mot festival, c'est un terme qui existe, c'est-à-dire que c'est une occasion de regroupement. Donc il peut s'adapter à tout. Qui s'adapte si on se retrouve autour de l'escargot, ça peut faire. C'est pourquoi on fait le festival du livre, de mangue, de l'arabe, ainsi de suite. Donc c'est faisable. Donc cela c'est faisable. Et maintenant, autre chose, ça c'est vrai qu'on est passé là-dessus, mais je voudrais dire qu'il faut qu'on fasse très attention en une minute. Pour dire qu'on a toujours besoin, qu'on soit opérateur culturel de festival ou de musique, on a toujours besoin des ministères, des collectivités et des partenaires. Parce que je vais vous dire que même le Festival de Cannes, qui est une référence à tout le monde ici, le Festival de Cannes bénéficie de la contribution financière de certains bailleurs. Et donc ça existe toujours. C'est un mécanisme qui est universel, donc on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas dire qu'il faut laisser tomber les ministères, laisser tomber les ambassades. Non, on a toujours besoin de ceux-là, c'est des partenaires et on aura toujours besoin d'eux. Nous sommes pratiquement donc à la fin de ce panel. Je vais permettre à nos panélistes de conclure en commençant bien sûr par ma gauche avec M. Gervais Hugues. Merci madame, merci pour les échanges que nous avons eus. C'était quand même assez rude à un moment, et ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'il s'agit, on parle ici de la culture. Mais je crois que dans une certaine mesure, nous avons convergence de vues sur pratiquement sur l'ensemble. Peut-être qu'on ne dit pas avec les mêmes mots. Les mots décriés sont les mêmes, chacun avec son jargon et avec ses mots. Mais j'aimerais quand même, pour conclure, attirer l'attention de tous. La passion seule ne suffit pas pour la pérennisation d'un événement. Le terme parle de la durabilité, pour le développement durable. La passion ne suffit pas. À un certain moment, vous allez vous essouffler. Et muter vers les entreprises, les véritables entreprises. Muter vers les entreprises. Et pour que, à la fin de votre exercice, que l'on évalue votre bilan. C'est à travers le bilan que vous pouvez aller vers les banques. Bien entendu, je reviens sur le même terme avec votre modèle économique. L'économie mondiale se culturalise. Qu'on le veut ou non. L'économie mondiale se culturalise. Mais malheureusement, l'Afrique, pour ne pas dire l'Afrique au sud du Sahara, continue à jouer à la périphérie. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et nous sommes ici tous des activistes. Malheureusement, le leitmotiv qui nous réunit ici, c'est le manque de financement. Oui ou non? On est tous des activistes. Ça veut dire que jusque-là, il y a un problème. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tête d'une institution panafricaine, bien sûr, mais je suis un opérateur culturel avant tout. Avant tout. Parce qu'à côté, j'ai une veste d'entrepreneur culturel et porteur d'un événement privé et qui vit et qui est financé également par un modèle économique d'une entreprise. Et donc ce que nous voulons, c'est pas l'État, madame. Ce que nous voulons, c'est pas l'État. Ce que nous voulons, et l'autre l'a dit ici, l'État doit jouer un rôle. Et le rôle, le premier plan, n'est-ce pas, dans la création d'un environnement d'affaires dans le domaine de la culture. Comment vous pouvez vous imaginer que l'État peut faire tout pour tout, sauf pour la culture? Interroger l'État ivoirien, on n'est rien du tout.
La Côte d'Ivoire a créé autant de stades, oui ou non? Aujourd'hui, à cause de quoi? La Coupe d'Afrique. N'est-ce pas? On n'est rien du tout, on a créé des ponts. Et pour qu'il y ait des opérateurs dans le domaine du transport qui circulent tranquillement. Pourquoi on ne le fait pas pour la culture? Je crois qu'il nous manque la clé. La clé, c'est que nous ne sommes pas organisés et pour porter le véritable discours que l'homme politique attend de nous. Moi, j'ai l'avantage de travailler une fois aujourd'hui avec les politiques et je les interroge. Je vous dis que pour mettre en place l'ambition qui est la nôtre à Brazzaville, on a pris autant de temps pour faire comprendre aux élus l'importance de la culture dans le développement local. Et je travaille pour qu'on accompagne les collectivités locales. Je vais terminer par un exemple simple. Dans une ville que je tais le nom au Mali, il aurait fallu qu'on travaille sur un espace avec culture et développement de la ville de Grenoble. Et combien de fois nos amis français sont allés pour convaincre le maire, voici ce qu'on peut. On peut faire pour votre ville, mais le maire ne comprenait pas. Et ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas sa formation. Et le mode que nous avons choisi ici d'élection ne met pas en exergue le profil de chacun pour dire que pour aller dans les assemblées, il faut avoir tel background. Donc n'importe qui on a pris pour venir décider maintenant de l'avenir d'une nation ou l'avenir d'une collectivité locale. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit aux amis, j'ai dit, mais ce qu'il faut faire, il faut passer par la pédagogie. N'est-ce pas, la pédagogie de l'expérience, c'est-à-dire que du vécu. Il faut faire inviter le maire chez vous pour venir voir ce qui se fait. En ce moment-là, il comprendra ce que ça veut dire parce que théoriquement, il ne comprend pas. Et c'est ce qui a été fait. On a invité le maire, ils ont envoyé l'invitation. Et le maire a dit, ben, écoutez, je vais aller en France. Mais moi, depuis que je suis élu, ma femme n'a jamais visité la France. Donc, il va falloir qu'on envoie un billet pour ma femme. Les gars reviennent encore vers moi, on aide. Voilà ce que tu nous as conseillé. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, si vous déposez un billet supplémentaire, ça fait quoi? Un billet supplémentaire. Parce qu'il y a aussi la confiance avec l'élu. Ça coûte quoi? Il dit, bon, ok, on va mettre un peu d'argent. Ils ont mis un deuxième billet. Et les enfants? Avant de revenir, le maire est revenu encore, il me dit, mais chez moi, l'autorité ne trimballe pas les sacs. Il faut que mon garde de corps vienne. Ils reviennent encore, mais monsieur Ndaye, il y a un deuxième billet. Je dis, si vous ne pouvez pas le payer, je le paye pour vous. Parce que j'aimerais que le maire vive l'expérience et qu'il revienne avec. On a mis un troisième billet. Effectivement, le maire s'est échelonné en France, à Grenoble, et quand il est revenu, tout a été déroulé parce qu'il a vu. Tranquillement. Et dans le montage, dans les montages des événements, pour ceux qui sont là, il y a, si vous voulez mobiliser les politiques, il y a ce qu'on appelle la dimension politique de l'événement. Ça veut dire qu'il faut prévoir des fonds. Le politique, lui, il ne vient pas pour vous assister, il vient pour sa popularité politique. Donc si vous, dans votre montage financier, vous n'avez pas prévu un budget affecté à lui pour son rayonnement, pour sa mobilisation politique, il ne viendra pas. Les gars, nous sommes en train d'interroger notre secteur. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec. Et personne ne peut dire qu'il peut porter une entreprise culturelle sous fonds propres jusqu'à sa mort. Jamais. Vous le ferez un temps donné, après vous allez vous fatiguer. Mais il est temps que l'on transforme, c'est-à-dire qu'on mette en place un autre paradigme. Il faut mettre en confiance les décideurs politiques pour qu'ils mettent l'environnement de l'expression. Et mettre en confiance également les banques, les pousser à la formation, parce que dans les banquiers aussi, il n'y a pas de formés dans le domaine de la culture. La culture, c'est un domaine très risqué, donc ils ne veulent pas mettre de l'argent. Mais il faut aussi les former. Donc c'est tout l'écosystème qui est interrogé. Bon, je terminerai par là pour dire encore une chose, et terminer. Mais savoir parler français ne fait pas de vous un professionnel à la culture. La culture, c'est un domaine pointu et qui nécessite vraiment une formation de pointe. On ne peut pas s'aventurer dans la culture par enthousiasme. C'est si grave que ça. Ça veut dire que toutes les années que nous avions passées à l'université sont multipliées par zéro. C'est faux. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment où les amateurs ont réussi, mais il y a un moment où l'économie devient corsée parce que les normes aujourd'hui exigent que l'on soit dans les standards mondiaux pour mobiliser les capitaux. Merci. Nous allons passer à la conclusion de M. Billy Ouattara, de l'Adaye Messier Festival donc, de tabac. Nous, à Tabac, nous faisons notre petit chemin, hein, parce que nous associons le tourisme à la culture. Et aujourd'hui, nous ne nous plaignons pas.
parce que nous attirons les touristes vers nous. Et c'est ça qui fait la particularité de la Daïkésie aujourd'hui. Et là, je crois que nous travaillons vraiment sur le plan international et encore sur le côté national aussi. Nous sommes en train de faire intéresser le festival à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous sommes en train de... Nous allons bientôt sillonner toute la Côte d'Ivoire pour parler un peu de ce festival. Et la prochaine édition, c'est quand? La prochaine édition, c'est du 28 octobre au 2 novembre 2024. Merci beaucoup. Monsieur Marcel Vaou, c'est à vous. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je voudrais, pour terminer ce panel, dire merci aux initiateurs. Et je voudrais revenir sur la question de l'impact. Nous sommes tous d'accord que la culture a un impact et nos festivals ont un impact commensura sur le développement de nos cités, parce que vous avez bien entendu que ne serait-ce que au niveau de la consommation et de l'hôtellerie par exemple, c'est deux occasions qui font que nos opérateurs retirent beaucoup de deniers. Et il y a des emplois qui sont créés. Il est certes vrai que toutes les structures n'ont pas encore ces mécanismes pour pouvoir créer autant d'emplois, mais plus les festivals et plus les organisations gagnent en notoriété, et ces organisations-là se structurent et créent de l'emploi derrière. Parce qu'il y a par exemple, vous voyez, les cadreurs, ceux qui font la captation vidéo comme photo, ça c'est des corps de métier qui existent. Il y a les régisseurs de scène, il y a les régisseurs, les monteurs, les techniciens. Tout ça, c'est un écosystème qui est important. Mais au niveau des perspectives, il y a une problématique que je crois bien qu'on doit pouvoir adresser, c'est la question de la mobilité. La mobilité, elle est très importante. Et surtout la durabilité. Voilà, la durabilité, il faut que nous soyons des structures viables. Et donc, cela demande que nous puissions créer des activités connexes. Le DG a évoqué par exemple le merchandising, est un secteur que dans nos activités nous devons de plus en plus faire avancer, de sorte que ça puisse nous permettre de collecter de l'argent et de pouvoir financer nos opérations. Et la question de la mobilité, c'est très important, et que nous puissions avoir des moyens suffisants pour pouvoir aller. Et je le dis encore, dans le métier, comme il y a la jeunesse qui est là, il y a des acteurs qui ont des mécanismes. Et comme je l'ai dit, nous particulièrement notre structure, au niveau de la formation et de l'accompagnement en termes de renforcement des capacités, nous sommes disposés à le faire. Et d'ailleurs, cela nous l'avons signifié à Diaboy pour dire que notre structure... oui, pour certains, mais pas toujours, parce que nous sommes une entreprise et nous devons vivre. Alors, je rappelle que M. Marcel Vaou est le président fondateur du Festival de Tabo, de l'ONG Côte d'Ivoire Éducation. M. Koné Dodo, on va... Moi, je vais remercier les jeunes ce qu'ils ont fait, c'est pour vous féliciter. Continuez. Il faut structurer tout ça, on a besoin de formation et tout. Mais soyez passionnés. On dit la passion ne suffit pas, la passion c'est très important. Vous êtes capitaine de l'industrie. Si vous ne croyez pas à votre projet, comme vous ne battez pas, vous avez fait toutes les situations possibles, vous n'y arriverez pas. Parce que quelles que soient les choses, on a fait de belles études. On a proposé à la banque à financer 4 sur 5 qui se cassent la figure, que prendre le diplômé sur HEC, ou bien Harvard. Moi j'ai des cousins, des neveux qui sortent de Harvard. On parle chaque fois parce qu'ils me disent des grands théoriciens bien. Ils sont venus dans les grosses structures nationales, mais quand ils voulaient proposer une petite entreprise, ils ne savent pas comment faire. Bien. Donc, moi, notre ami de Brazzaville nous a dit des choses intéressantes. Tout le monde, lui, il a parlé du festival d'Amimambo. L'État donne 500 millions. Les autres donnent, il a plus de 1 milliard. Donc, ce n'est pas les mêmes combats. Quels les emplois? Moi, je n'ai pas les mêmes trucs, mais j'ai créé une cinquantaine d'emplois. Les gens qui travaillent à permanence, qui sont les cadreurs, les caméramens, les gars de son, qui travaillent à permanence. Disconé, c'est une SRL. Ça existe depuis 1982. Ça fonctionne, ça fait plus de 100 artistes.
ça gagne un peu d'argent. Hein? Et puis il y a des ONG. Abidjan Festival, c'est l'ONG que j'ai qui a le plus d'argent. Mais c'est une ONG à qui la banque donne de l'argent. Vous savez, dans notre métier, il faut qu'on soit sérieux aussi. Il y a beaucoup de plaisanteries. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, il faut être crédible. Vous savez, si notre festival, le Guinée, le ministre-gouverneur Abouakar me dit, viens structurer notre affaire, on va avancer. Mais c'est parce qu'il croit que je suis crédible. Il me considère comme quelqu'un de crédible. Alors tous ceux qui sont autour de moi, quand je les envoie, ils vont faire du bon travail. C'est important, il faut que dans notre métier, on soit crédible. Hein? Quand on parle dans la musique ou bien dans les arts, mais ce n'est pas des gens sérieux. Ils sont sérieux. C'est pour ça que moi-même, mes parents, au début, on me dit non, moi j'étais capitaine d'une industrie alimentaire. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, parce que c'est pas la première dame. C'est elle qui est logée avec moi, qui travaillait pour moi. Mais quand il voulait aller dans le business de la musique, personne n'était d'accord. On dit, mais lui, la caisse, il veut faire. La musique, là, c'est la plaisanterie. Comme le football, c'est la plaisanterie. Maintenant qu'il y a beaucoup d'argent, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, vraiment, la dame qui a demandé tout à l'heure, il y a une question de formation. Allez voir Maluma au ministère. Sinon, si vous ne trouvez pas de solution, venez me voir. Je vais vous aider pour toute la formation. Nous tous, on doit, ce qu'ils font là, c'est important. Nous tous, on doit initier des formations avec l'aide de sachants pour que les choses avancent. Mais soyons sérieux. Quand on voit quelqu'un qui sort de la culture, il faut qu'on dise c'est un monsieur sérieux. Qu'il soit chanteur, plasticien, musicien, etc. C'est d'abord la chose la plus importante. Le banquier va vous trouver, pour gagner un peu d'argent, ou bien il dit c'est un monsieur sérieux, s'il dit qu'il fait ça, il va le faire. Donc, il vous suit. Si lui, l'Institut français, l'Institut Goethe le suit, c'est parce que quand il dit mais sérieux, ça fait longtemps que je le connais. Quand il te dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Donc soyons sérieux. Prenons au sérieux ce que nous faisons, ne rêvons pas, arrêtons les grandes théories et puis construisons, approchons ceux qui savent faire. Merci. On va ovationner très fort nos différents panélistes. Ce panel inaugural s'achève ainsi. J'ai eu beaucoup de plaisir à le conduire, même s'il y a certaines personnes qui se sont un peu enflammées. Mais la fête continue. À très bientôt à ce soir pour un autre panel et à demain pour d'autres panels. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à nos panélistes. Merci à Madame Ndogoye qui a su modérer ce panel. Et même si elle s'est attiré le courroux des hommes dans la salle, s'il vous plaît, nous restons en place. Nous restons en place. Je voudrais vous dire que au niveau des AFAC, nous avons une tradition. Nous partageons non seulement l'essence, mais nous partageons aussi le repas. Alors ne vivra pas seulement que les paroles, mais aussi de bonnes choses pour son restaurant. Alors, s'il vous plaît, Fava, c'est du 14 au 15 décembre 2023 à l'INSAC, à partir de 8h30. Au programme, allocution, panel, conférence, masterclass, remise d'attestation. De nombreux artistes en showcase. Grand concert de clôture avec Kachi, le fils de Dja, le parrain artistique. Infoline 07 57 50 68 37 01 61 08 47 90. Fava. Le collectif des acteurs culturels, CAC, avec le soutien de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'INSAC organise la première édition du FAVA, Forum des Arts Vivants d'Afrique. FAVA, apothéose du programme 1 des AFAC, session 11 sous le thème l'industrie des arts vivants, moteur de développement durable pour l'Afrique. FAVA, c'est du 14 au 15 décembre 2023 à l'INSAC, à partir de 8h30. Au programme, allocution, panel, conférence, masterclass, remise d'attestation. De nombreux artistes en showcase. Grand concert de clôture avec Kachi, le fils de Dja, le parrain artistique. Infoline 07 57 50 68 37 01 61 08 47 90. FAVA. Le collectif des acteurs culturels, CAC, avec le soutien de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'INSAC organise la première édition du FAVA, Forum des Arts Vivants d'Afrique. FAVA, apothéose du programme 1 des AFAC, session 11 sous le thème l'industrie des arts vivants, moteur de développement durable pour l'Afrique. FAVA, c'est du 14 au 15 décembre 2023 à l'INSAC, à partir de 8h30. Au programme, allocution, panel, conférence, masterclass, remise d'attestation. De nombreux artistes en showcase. Grand concert de clôture avec Kachi, le fils de Dja, le parrain artistique. Infoline 07 57 50 68 37 01 61 08 47 90. FAVA. Le collectif des acteurs culturels, CAC, avec le soutien de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'INSAC organise la première édition du FAVA, Forum des Arts Vivants d'Afrique.
FAVA, apothéose du programme 1 des AFAC, session 11 sous le thème « L'industrie des arts vivants, moteur de développement durable pour l'Afrique ». FAVA, c'est du 14 au 15 décembre 2023 à l'INSAC, à partir de 8h30. Au programme, allocution, panel, conférence, masterclass, remise d'attestation. De nombreux artistes en showcase. Grand concert de clôture avec Kajim, le fils de Jah, le parrain artistique. Infoline 07 57 50 68 37 01 61 08 47 90. FAVA. Le collectif des acteurs culturels, CAC, avec le soutien de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'INSAC organise la première édition du FAVA, Forum des arts vivants d'Afrique. FAVA, apothéose du programme 1 des AFAC, session 11 sous le thème « L'industrie des arts vivants, moteur de développement durable pour l'Afrique ». FAVA, c'est du 14 au 15 décembre 2023 à l'INSAC, à partir de 8h30.